puisque ce scrutin européen sera exceptionnellement clos à 22 heures, même si les électeurs ont donc bénéficié de 14 heures pour trancher entre les 15 listes en présence. Il semble qu'un grand nombre d'entre eux aient tout de même décidé de bouder cette troisième élection du Parlement européen au suffrage universel. Tout de suite, une estimation de l'abstention grâce à l'Institut Ipsos. Abstention, vous le voyez, estimée à 50%. Je vous rappelle, à titre de comparaison, qu'en 1979, l'abstention avait été de 39% et en 1984, aux précédentes européennes, de 43%. Donc 7% de plus, apparemment, cette fois-ci, que lors du précédent scrutin européen. Tout de suite, en compagnie de Gérard Carrérou, en direct du studio 102, où se déroulera tout à l'heure notre soirée européenne 89. Un tout premier commentaire sur ce taux de participation. Gérard, est-ce que c'est susceptible de modifier les résultats des grandes listes ? Non, je ne le crois pas, Bruno, car il semble bien que cette abstention se soit répartie assez équitablement parmi toutes les familles politiques. Mais quand même, 50% d'abstention, un électeur sur deux qui n'a pas voté, c'est beaucoup. Vous l'avez rappelé, c'est plus qu'en 79 ou en 84, même si c'est sensiblement moins que pour le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Mais cela s'inscrit dans le cycle général de montée de l'abstention que nous avons constaté en France depuis un an. Alors pourquoi cette forte abstention aujourd'hui, alors qu'il y avait un très large éventail de choix avec 6 listes principales et 9 listes thématiques? Eh bien, me semble-t-il, pour 3 raisons. D'abord, une absence certaine de mobilisation pour cette élection au Parlement européen, accompagnée d'une morne campagne des leaders, même s'il y a eu quelques efforts méritoires. Deuxième raison, une lassitude de voter pour des Français qui ont eu en 14 mois toute la panoplie possible d'élections démocratiques au suffrage universel des Russes ou des Chinois en baveraient d'envie. Et enfin, troisième raison, cela traduit, me semble-t-il, un phénomène plus nouveau, plus profond et plus durable, un moindre intérêt pour toutes les élections que dans les années 60 ou 70. Ce serait peut-être la traduction négative d'un phénomène globalement positif, la fin des guerres de religion et des batailles idéologiques d'antan. On se mobilise moins. Merci Gérard. Bien sûr, je vous rappelle que nous vous retrouvons tous et toute la rédaction de TF1 mobilisée pour cette soirée électorale à 21h55. Soirée électorale également en Pologne et là, tous les records d'abstention devraient également être battus car en fait, les jeux sont faits depuis le premier tour, il y a 2 semaines. En effet, tous les candidats présentés par Solidarité qui pouvaient être élus l'ont été dès le premier tour. Restaient donc en liste aujourd'hui un peu plus de 600 candidats, tous dans la mouvance du Parti communiste polonais. Tout de suite le point avec notre envoyée spéciale Isabelle Bayancourt. Ambiance morose pour ce deuxième tour des élections. À Varsovie, les électeurs ont ostensiblement boudé les bureaux de vote, ouverts depuis 6 heures du matin. Au Sénat, dont l'élection est complètement libre, 8 mandats seulement restaient à pourvoir. Solidarité semble déjà très bien placée pour remporter la totalité des 100 sièges. À la Diète, Solidarité compte gagner le dernier siège de député auquel le mouvement peut prétendre. Les 65% des mandats restés vacants sont de fait réservés au parti. C'est donc entre des candidats de la coalition gouvernementale que les Polonais avaient à choisir. Le comité civique de Solidarité a tout de même appelé à voter, multipliant ce genre de meeting où l'on voit des candidats officiels réputés réformateurs et opposés aux tenants de la ligne conservatrice, soutenus par leurs ennemis. La période qui s'ouvre demain sera sans doute celle d'intenses discussions entre un parti désavoué, mais qui entend garder le pouvoir, et une opposition comme encombrée par sa victoire. Celle-ci n'entend pas prêter main forte au gouvernement, mais elle doit permettre des réformes indispensables à la Pologne. Et c'est sans doute la partie la plus difficile qui reste à jouer. La télévision chinoise a annoncé aujourd'hui 11 nouvelles arrestations, dont 6 dirigeants étudiants. Notre envoyé spécial Michel Floquet a voulu nous donner une idée de ce qu'était la vie quotidienne à Pékin sous la loi martiale. Le reportage que vous allez voir est largement tronqué car les policiers chinois ont confisqué une cassette après avoir interpellé notre caméraman Gérard Doré qui a été longuement interrogé dans une caserne et dont les papiers d'identité ont été confisqués pour violation de la loi martiale. En voyant ce reportage, vous allez comprendre pourquoi les autorités chinoises ont mis les bâtons dans les roues à nos envoyés spéciaux. Pékin sous la loi martiale. Les militaires sont là, omniprésents, et tout d'abord autour de Tiananmen. Officiellement réouverte depuis hier, la place n'accueille en fait que les manifestations officielles de soutien à l'armée. À chaque carrefour, dans chaque rue du centre-ville, des soldats, partout, des banderoles rappellent aux Pékinois ce qu'il est juste de penser.
Ne tombons pas en marchant sur la route du socialisme, par exemple. Ce jeune Français est l'un des derniers étudiants étrangers à être resté en Chine. Pour lui, cette pression policière a déjà considérablement modifié les comportements. En sachant qu'ils ont tué ces étudiants sur la place de Tiananmen, tous les étudiants ont perçu le message comme la vie d'un étudiant ne vaut plus grand-chose en Chine. Si vous bougez, on n'hésitera pas à vous réprimer. Entre eux, même, je pense qu'ils doivent commencer à se méfier les uns des autres, sauf des cercles très étroits. Mais c'est déjà que dans l'administration, quand on va se promener un peu dans leur couloir, entre eux, entre collègues dans le travail, ça, ils ne se font pas part mutuellement de leurs opinions, ça c'est fini. Les enfants non plus n'échappent pas à la grande manipulation. Par écoles entières, ils sont priés de venir défiler devant ces monuments improvisés, là où les soldats ont été tués par la foule. Dans la capitale, l'armée mène aujourd'hui une nouvelle campagne, la reconquête de l'opinion. Mais cette bataille-là, les Pékinois le confient en privé, sera certainement beaucoup plus difficile que la prise de Tiananmen. Voilà, ce soir sur TF1, le retour du Grand Blond. Je veux parler bien sûr de Robert Namias avec notre spéciale européenne 89 à 21h55. Dans un instant, le tiercé, puis la météo, avant de retrouver la pluie à Montréal en compagnie de nos envoyés spéciaux Christian Van Ryswyk et José Rosinski. Excellente soirée. Les infos sur TF1, 24 h sur 24 en téléphonant au 36 65 4 3 2 1.